Monsieur Gruson, qui est donc le directeur du CHU. C'est pas rien qu'un directeur CHU assiste à notre colloque quand même, et c'est pas rien qu'il va peut-être nous répondre à certaines interrogations qui ont été posées par le docteur Imbert, notamment la fameuse journée de l'interne à la faculté de Tours, qui nous pose des questions, et peut-être bien qu'à La Réunion sera le premier CHU à ne pas faire comme à Tours. Merci à tous. Alors je vais rassurer la technique puisque j'avais un magnifique PowerPoint de présentation institutionnelle du CHU que je vais vous épargner. Alors donc juste un mot pour me présenter. Hein. J'ai vu Monique Orphée, hein, j'ai vu la représentation nationale et puis les autorités qui sont présentes. J'ai aussi Muriel Rodier en face de moi et puis les professionnels du CHU qui participent aujourd'hui. Je suis rémunéré par le CHU de La Réunion. J'ai pas de lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Je suis rémunéré aussi un petit peu par l'Institut d'études politiques de Paris, où je donne de temps en temps des cours sur la politique de santé. Alors, je voulais peut-être vous faire un point, vous structurer l'intervention, qui, vous l'aurez compris, beaucoup plus une intervention personnelle qu'une intervention institutionnelle, un peu sur trois idées ou trois temps de perception du sujet. Le premier point, pourquoi vous avez raison, docteur, de poser le sujet dans ces termes. Pourquoi est-ce que le docteur Frachon a raison de suivre ce combat et qu'il faut se mobiliser sur ce sujet. Deuxième point, pourquoi le secteur de la santé a un fonctionnement qui doit induire un certain nombre de relations avec l'industrie pharmaceutique, nécessairement. On parlait de la recherche tout à l'heure. Et le troisième point, qu'est-ce qu'on peut faire de manière opérationnelle pour éviter ce qui est le point critiquable ou les éléments de critique que vous évoquez. Alors, premier point, pourquoi est-ce qu'il faut agir? Je pense que vous avez tous relevé les différentes raisons. Là, je vous parle peut-être juste un instant avec la casquette qui était la mienne avant de venir dans ce job. Donc moi, ça fait 1 an que je suis à La Réunion. Avant, j'étais conseiller chargé de la santé auprès du Premier ministre entre avril 2010 et avril 2012. Et en fait, entre avril 2010 et novembre 2010, j'avais dans mon courrier des lettres de l'industrie pharmaceutique et je recevais de temps en temps des invitations. Donc moi, j'avais un peu comme vous votre PowerPoint, sauf que moi, ma méthode, c'était le classement vertical. Hein, et donc les invitations pour des repas, des machins, des trucs. Donc ça fait partie, j'allais dire, des pratiques de marketing actif ou trop actif que vous décriviez et qui, c'est vrai, existent probablement encore un peu dans notre système de soins. Il faut le distinguer, je pense que le docteur Frachon, Madame le procureur, l'a bien établi dans son propos, distinguer ces pratiques de marketing proactif excessif, critiquable, de pratiques qui relèvent de qualifications, le cas échéant pénal. Évidemment, je ne vais pas me prononcer sur des affaires en cours, mais on voit bien qu'on est sur un ordre d'action qui ne relève pas exactement de la même chose, mais peut-être, et c'est toute la question, il y a un lien entre un climat général et après le type de dérive du laboratoire spécifiquement concerné qui est en cause. Et on voit bien que toute la question est de savoir comment prévenir ce type de débordement, même si je me permets d'insister un peu sur ce point-là, et je pense que les médecins qui sont ici en ont l'expérience. On a bien un cas spécifique de l'affaire du Mediator qu'il faut analyser de manière spécifique comme tel, en le resituant dans un climat général qui probablement l'a généré. Alors il faut agir, et donc moi j'ai vu là dans mes fonctions antérieures ce qui a amené, et la mobilisation, je dirais, politique de tous côtés, qui a amené la loi du 29 décembre sur le renforcement de la sécurité sanitaire des produits de santé. On est au stade, je suis maintenant, mais évidemment avec un peu plus de distance, puisque je suis plus dans la fabrication de ces normes, la mise en œuvre des décrets d'application. Je note, j'ai vu votre perception d'une insuffisance, par exemple, sur le décret Sunshine Act. On peut évidemment en discuter. Encore une fois, je ne suis plus ces dossiers en direct. Simplement, ce que je constate, c'est qu'il y a une continuité d'intention. Alors après, tout dépend du niveau du curseur qui a été fait pour avoir un corps législatif, doter la France d'un corps législatif et réglementaire qui mette un terme ou qui vise à mettre un terme aux dérives du type de celles qui ont provoqué le scandale du Mediator. Donc évidemment, il faut qu'on agisse et il faut que ces dérives aussi servent un peu de leçon à ce qui existe dans nos hôpitaux, où effectivement, moi j'ai commencé ma carrière à l'assistance publique de Paris il y a 14 ans, où il y avait, on va dire, une pratique de la visite médicale
qui d'ailleurs, je pense que l'AP-HP n'était pas du tout seul dans cette situation, où on voyait très fréquemment les visiteurs médicaux dans les services, sans aucune réglementation ou sans aucune je dirais, questionnement par rapport à tout ça, ce qui amène le type de dérive que vous évoquiez tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faut que les communautés médicales, les institutions hospitalières se saisissent de ce type de problématiques et essayent d'y mettre un terme et d'avoir un certain nombre de comportements de prévention, de rappel de la loi, de rappel de la réglementation telle qu'elle existe, et puis en essayant d'être un peu plus proactif que ce seul cadre juridique ou la seule mise en œuvre de ce cadre juridique, parce qu'on voit bien qu'il y a un certain nombre de rappels qui doivent être faits, qui, je partage votre appréciation, relèvent plus d'une éthique collective et personnelle qu'il faut générer. Je vois là notamment le docteur Geyser, on échangeait là tout à l'heure sur ce sujet, je sais qu'on est dans cet état d'esprit, j'y viendrai dans un instant. Alors, deuxième élément, pourquoi je dirais avec cette volonté farouche de lutter contre les dérives qui, dans leur contexte ou de manière plus spécifique, qui ont pu produire des choses du type Mediator, pourquoi est-ce qu'il faut quand même que notre système de santé ait des relations avec l'industrie pharmaceutique? Pour une raison simple, qui est, là vous en serez tous convaincus, c'est qu'on a besoin de médicaments pour soigner les gens. Alors quand on fait ce constat-là, il y a, je dirais, plusieurs angles de réflexion qu'il faut mettre en œuvre, qui en fait doivent porter sur la chaîne du médicament dans son ensemble. La prescription, l'utilisation dans les services, et puis aussi ce qui est en amont de la prescription, la recherche et la pratique d'essais cliniques dans nos institutions hospitalières. Alors vous l'avez dit, Philippe de Chazan l'a dit, donc on a à La Réunion un centre hospitalier universitaire depuis 1 an. Alors vous savez qu'il est né de la fusion des hôpitaux de Saint-Pierre, des hôpitaux de Saint-Denis. Qui dit centre hospitalier universitaire dit lieu de soins, mais aussi lieu de recherche et d'enseignement. Alors pour être parfaitement clair, en fait la fonction recherche au CHU de La Réunion préexistait à la création du CHU, puisqu'il y a des équipes de médecins, de praticiens hospitaliers, d'ailleurs de manière, parfois il faut l'encourager, conjointe avec les professionnels libéraux, ont porté des actions de recherche, mettent en œuvre des essais cliniques. Et là, on a dans nos institutions hospitalières un certain nombre d'acteurs qui doivent s'assurer du respect du cadre juridique applicable à ces relations. On a une délégation à la recherche clinique dont la mission est précisément quand on a des propositions d'essais cliniques, d'assurer en continu le respect du cadre d'éthique, le respect du cadre juridique et le respect et la transparence des relations financières avec l'industrie. Là aussi, dans ce qui s'est passé au cours des derniers mois, il y a eu une évolution avec la loi Jardé qui est intervenue. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en parler plus tôt dans la journée, mais qui est une loi qui va aussi plutôt dans le sens d'un renforcement du cadre de transparence applicable à la recherche clinique en France. Mais là aussi, il faut rester vigilant et avoir une politique de supervision de la recherche clinique, tout en sachant que le développement de nouvelles molécules, le développement de nouveaux médicaments fait partie aussi d'une des fonctions centrales de l'excellence de notre système de soins, il faut le dire. Mais il faut que cette recherche clinique puisse s'exercer dans un cadre de transparence absolue et qu'il y ait des systèmes de révision, de suivi, de pilotage de la politique de recherche et spécifiquement de recherche clinique. Donc je dirais que ces relations doivent exister. Après, il faut tout simplement avoir un mécanisme de supervision, des réflexes individuels, collectifs, et puis une institution qui soit là aussi pour aider les professionnels. Et je pense que c'est le type de fonction que nous, collectivement, il faut qu'on développe. Aider les professionnels à s'éviter eux-mêmes de se mettre dans des situations qui pourraient être des situations de lien d'intérêt. Alors vous l'avez décrit, on peut se retrouver dans ce type de situation de manière un peu incidente, sans avoir l'intention ou d'intention de mal faire, et a fortiori d'intention de nuire aux patients, puisque c'est quand même l'éthique exactement inverse à l'éthique des soignants. Mais de fait, il faut que, à mon avis, nos institutions en général, CHU de La Réunion en particulier, soient plus porteurs pour aller expliquer ce qu'est ce code éthique. Moi, je sais qu'il y a ici une communauté médicale qui est déjà très sensibilisée à ces questions, avec le président de CME, José Guizérix, Toufi Kenny, qui sont très en amont sur ce type de sujet. Alors, d'où le troisième point, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement
dans nos institutions sanitaires en général, puis dans les institutions hospitalo-universitaires en particulier, être un peu proactif sur ces questions. Je dirais qu'il y a plusieurs champs d'action. Je vous en cite quelques-uns de manière concrète. Le premier, vous avez cité le champ de la formation médicale, et qui en réalité était le principal nid de conflits d'intérêts potentiels dans la version antérieure du dispositif. Je pense que vous en conviendrez tous. Alors il y a une évolution qui est importante là, changement du mode de formation de la FMC, qui maintenant devient le développement professionnel continu, avec un mécanisme de financement par prélèvement sur taxation nationale sur l'industrie pharmaceutique, les fonds étant reversés après vers les institutions hospitalières, qui peuvent faire le choix soit de gérer en direct, soit de déléguer la gestion à un opérateur national qui reçoit lui-même une partie de la fraction de cette taxe. Alors le choix qui a été fait, je termine dans 2 minutes, hein. Le choix qui a été fait au CHU, nous on reste à ce stade-ci gestionnaire en direct du DPC, donc on reçoit les fonds DPC, et le choix qui a été fait institutionnellement, c'est d'aller 25% au-delà de ce qui est notre obligation légale de financement sur masse salariale. Donc on apporte, le CHU, c'est un projet médical qui a été fait, apporte 25% de financement en plus à la formation médicale continue. Alors je suis bien conscient que cet apport sur financement public, il n'est pas suffisant par rapport aux besoins, et deuxième élément, il faut faire, là je dois aussi vous le dire pour qu'on puisse après on puisse avoir un débat, il faut le mettre en perspective par rapport aux contraintes budgétaires qui s'exercent sur les financements hospitaliers. Je dirais, cet effort qu'on fait, c'est un effort très significatif à l'échelle d'un CHU, mais qui doit être situé dans un contexte où il y a une pression budgétaire sur les finances hospitalières, et donc du coup c'est un élément d'arbitrage par rapport à d'autres besoins qui auraient pu être jugés par ailleurs prioritaires. Mais c'est un choix institutionnel qu'on a fait précisément pour accompagner le passage à ce nouveau régime du DPC. Et puis deuxième élément, et là j'ouvre le sujet sur un autre point avant vraiment de conclure en 10 secondes. Je pense qu'il faut avoir une action un peu proactive sur la chaîne du médicament dans son ensemble. Et ça porte sur la question de la prévention des conflits d'intérêts, mais ça porte aussi sur le circuit économique du médicament à La Réunion. Je vous donne un exemple de ça. On a, comme CHU, renouvelé notre marché d'achat de médicaments en profitant en fait de la masse critique nouvelle des 2 établissements fusionnés pour renouveler nos politiques d'achat sur toutes les lignes en matière d'achat de médicaments. Et le seul fait de renouveler ce marché, de le négocier plutôt habilement, ça nous produit 1,2 million d'euros d'économies annuelles sur les achats de médicaments. Et donc du coup, c'est une bonne chose pour notre institution, mais ça veut dire que derrière, il y a peut-être quelque chose qu'il faut revoir dans son ensemble sur la chaîne du médicament, entre le moment où il est produit par les labos et le moment où il arrive ici. C'est quoi le régime fiscal? C'est quoi le régime de transport? C'est quoi le régime de dédouanement? Et là, il faut qu'il y ait une réflexion collective, à mon sens, sur toute cette chaîne du médicament. Et puis, dernier élément de conclusion, peut-être en ouverture, vous avez raison de centrer le sujet sur quelle indépendance vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. J'ai essayé de vous parler directement. On avance, à mon sens, sur le sujet. Il faut avancer encore plus fortement en privilégiant des actions opérationnelles et en sanctionnant les écarts quand ils relèvent de ce type de sanctions. Et puis, il faut avoir un regard aussi peut-être plus global, probablement, mais ce sera peut-être pour la 3e édition des Journées d'indépendance médicale, sur, au fond, l'indépendance médicale par rapport à qui? Et là, j'ouvre un peu sur une perspective. Il y a probablement d'autres liens de dépendance médicale tout aussi nocifs que le lien avec l'industrie pharmaceutique. Moi, j'en vois un, qui est, mais là, vous verrez, je raisonne aussi de mon point de vue de gestionnaire d'établissement. On a un devoir collectif d'avoir une gestion un peu équilibrée de nos structures pour qu'elles puissent progresser. Parce que je sais que quand on est dans une structure qui est plus pilotée, qui est, comme ça existe, heureusement ce n'est pas le cas à La Réunion, confrontée à des déficits abyssaux, qui ne peut plus fournir des matériels médicaux, justement des médicaments, des dispositifs médicaux à ses médecins, là il y a un lien de dépendance de l'institution à sa situation financière, à des contraintes de très court terme, et donc du coup de dépendance de ces professionnels qui ne sont plus mis dans des bonnes situations pour prendre en charge leurs patients. Donc j'ouvre le sujet, c'est évidemment pas pour minorer le sujet du lien avec l'industrie pharmaceutique, mais je pense que la thématique que vous ouvrez
elle doit aussi être resituée avec d'autres champs de liens de dépendance potentiels. Grand merci, Monsieur Gruson. Ben, nous